Enchantée, bonjour. Donc, je m'appelle Colline Dourne, je suis responsable du label Flocon Vert porté par l'association Mountain Riders. Et on est ensemble pour 45 minutes, un petit temps de 45 minutes. Je vais juste donner un peu les grandes indications. L'idée, c'est de vous faire une petite présentation rapide de ce qu'est le Flocon Vert. Et je ne savais pas trop si j'allais avoir en face des gens qui connaissaient bien le Flocon Vert ou pas. Donc je m'étais un petit peu adaptée. Et donc l'idée, c'est de vous en parler dans les grandes lignes. Après, si vous voulez rentrer plus en détail, je serai là derrière. Et notamment, la semaine dernière, on a eu un éduc-tour Flocon Vert à Saint-Gervais. Donc c'est un temps de réseau qui a lieu tous les ans. Et donc vous faire un peu un petit retour dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de zoomer vraiment sur la mobilité, qui est un des sujets qu'on vient traiter dans le Flocon Vert, avec donc Didier Joseph, qui est directeur de l'Office de tourisme de Saint-Gervais, et Léa Bertrand, qui est chargée de mission mobilité en Haute-Tarentaise. Et ça permet d'avoir un peu les deux visions, une vision territoire, une vision communauté de communes, et puis aussi moi, mon regard en tant que responsable du Flocon Vert. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me parle un peu en vous disant ce qu'est le Flocon Vert. L'idée, c'est que j'ai toujours du mal à parler, moi, toute seule devant, sans savoir qui est de l'autre côté. Donc je voulais juste voir un petit peu, en se levant simplement, qui travaille sur un territoire de montagne. Si c'est le cas, levez-vous. Voilà. Didier, bienvenue. OK. Entre deux, là, il y avait un moitié-moitié, d'accord, qui habite sur un territoire de montagne. OK, on commence à avoir du monde. Ouais, un peu entre deux. Qui est spécialiste en mobilité. Ouais, à force. OK, donc on a 2 personnes et demie. Je te compte en demi. Alors juste là, ça va être plus un niveau par rapport à votre connaissance du Flocon Vert. C'est vous êtes expert et vous postulez au prochain poste chez Mountain Riders. Ici, vous en avez déjà entendu parler, mais sans plus. Et là, vous en avez absolument jamais entendu parler. OK, vous pouvez votre main entre deux, en bas. OK. Bon, ça me donne une idée. Alors, pour vous expliquer, donc le Flocon Vert, c'est porté par une association qui s'appelle Mountain Riders. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà plus entendu parler de Mountain Riders que du Flocon Vert, parce qu'on existe depuis 2001 et on est plutôt connu pour notre projet Montagne Zéro Déchet, dont je vous reparlerai très rapidement après. Nous, notre cœur de métier, c'est la sensibilisation et l'éducation à la transition en montagne, que ce soit pour tout type de public. Et c'est d'ailleurs une de nos forces, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des acteurs de la transition sur les territoires de montagne. Notre philosophie, je la mets toujours parce que c'est important, ça explique beaucoup notre manière d'être et de travailler. C'est de sensibiliser sans moraliser, travailler avec tous. Ce qu'on entend par travailler avec tous, c'est les territoires de haute montagne comme de moyenne montagne ou basse montagne, les territoires qui ont beaucoup de sous comme les territoires qui en ont moins, les acteurs adultes, enfants, les acteurs qui sont très engagés comme ceux qui le sont beaucoup moins. Notre intérêt, c'est de pouvoir travailler avec tous ces acteurs et d'essayer de faire du changement une démarche qui soit plutôt positive et concrète, parce qu'on est persuadé que c'est comme ça qu'on arrive à embarquer les gens. Donc Mountain Riders, c'est 3 grands projets. Celui dont je vous parlais, donc Montagne Zéro Déchet, c'est un peu le projet par lequel on s'est lancé et on a été connu. À la base, l'objectif était de ramasser des déchets en montagne. Puis on s'est rendu compte tous les ans que c'était cool, on ramassait beaucoup, mais l'année d'après, on ramassait toujours autant. Donc c'est qu'il y avait quand même un problème, que le robinet il continuait à couler et qu'il y avait vraiment un enjeu à changer de méthode. Et donc on a commencé à caractériser les déchets qu'on ramassait. OK, qu'est-ce qu'on retrouve, et donc du coup de savoir quel était l'acteur à l'origine de ces déchets et travailler avec ces acteurs-là pour pouvoir réduire les déchets à la source. Et là, notamment, on a lancé depuis 1 an la Charte nationale Montagne Zéro Déchet, qui a pour but de développer des plans d'action avec les acteurs qui sont à l'origine des déchets. Et pour qu'à terme, nous, on a cette ambition d'avoir zéro déchet sauvage en montagne en 2030. C'est peut-être pas gagné, mais comme tout le monde s'y met, on se dit qu'à terme, il y a quand même l'idée, c'est d'avoir une belle ambition et d'embarquer. En fait, c'est pas Mountain Riders qui porte le projet, mais vraiment l'ensemble des acteurs de montagne qui sont signataires de cette charte. Et notre ambition, c'est d'embarquer un maximum de monde. Le Flocon Vert, je vais vous en parler plus en détail, mais notre cœur de métier, en fait, c'est d'engager et de structurer la transition sur les territoires de montagne, donc accompagner les territoires de montagne dans cette transition. Et le dernier, qui est un peu une colonne vertébrale chez Mountain Riders, c'est le projet éducation et formation. Ça va être vraiment tout ce qui est sensibilisation, et on parle d'éducation pour et par la montagne.
Et là, on va travailler autant avec des publics adultes comme enfants, des publics qui sont en montagne, qui sont éloignés, pas géographiquement de la montagne, mais idéologiquement de la montagne, enfin des gens qui sont au pied des montagnes et qui n'y connaissent rien. Donc là, notre volonté par ces 3 projets, c'est vraiment d'avoir une approche Mountain Riders. Là, c'est le moment où on revient au cours. J'ai l'impression d'être un prof en fac en 2000, mais c'est une réalité, ce qu'on appelle ce triangle de l'inaction. C'est les citoyens qui se disent bah oui, mais c'est pas à moi d'agir, c'est aux entreprises et à l'État. C'est l'État qui se dit bah c'est pas à moi, c'est aux entreprises et aux citoyens. Et les entreprises qui se disent bah c'est aux collectivités et aux citoyens. Et nous, notre ambition, c'est d'agir auprès de l'ensemble de ces acteurs pour les mettre tous en action et pour sortir de ce triangle de l'inaction où on tourne en rond. Donc ça, c'est Mountain Riders au sens large. Concrètement, pour zoomer un petit peu sur le Flocon Vert, nous, on parle d'un label, mais on parle surtout d'une démarche labellisante, dans le sens où notre boulot, c'est pas de dire vous êtes labellisable ou non, mais c'est d'accompagner les territoires pour tendre vers une labellisation. Donc, entre le moment où on démarre un boulot avec le territoire et le moment où on le présente en comité de labellisation, il y a 1 an à 1 an et demi qui se passe, où nous, on vient donc accompagner de différentes manières, ce que je vais vous expliquer. Un point à retenir aussi, c'est que c'est une démarche qui est à l'échelle d'une destination. C'est-à-dire qu'on travaille avec, à minima, l'Office de tourisme, le domaine de montagne et la commune. Et on embarque aussi les citoyens qui entourent les habitants, les sociopros. L'idée, c'est que la vision de la transition des territoires soit partagée sur la destination. Ça permet de rassembler l'ensemble des acteurs. Et on travaille uniquement en intelligence collective. C'est-à-dire qu'un temps Mountain Rider sur un territoire, ce n'est pas un temps descendant où on va vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est un temps d'atelier et de réflexion. On apporte des connaissances et à partir de ça, on travaille ensemble pour construire la suite. Notre but, c'est d'accompagner ces territoires dans cette notion d'amélioration continue. Et que ce soit pour eux comme pour nous. En fait, le Flocon Vert, on existe depuis 2012. On est en amélioration continue constante. Parce que en fait, les enjeux bougent, il y a plein de choses qui bougent, les initiatives bougent aussi, et donc ça demande d'avancer et c'est pas se réinventer, mais c'est s'améliorer constamment. Et aussi des territoires qui se lancent dans la démarche Flocon Vert, c'est les territoires qui s'engagent dans un réseau d'acteurs de la transition, parce qu'un de nos métiers, c'est aussi de mettre tout le monde en commun pour que chacun ne fasse pas sa tambouille dans son coin, mais vraiment qu'on partage les initiatives qui existent, et les enjeux et les difficultés aussi, pour éviter que chacun répète les mêmes choses. Donc notre objectif, il est double, donc d'engager et de structurer la transition écologique, mais aussi de donner à voir au grand public les destinations qui sont engagées dans leur transition. Ce que je propose, c'est que je fais un petit temps de présentation et après on se fera un petit temps de questions, comme ça sera plus simple. Je voulais en fait vous présenter en partant des retours des territoires qui sont accompagnés. Les 3 grands retours qu'on a fait sur qu'est-ce que nous apporte le Flocon Vert ? C'est d'abord une approche collective, parce que ça pousse à mettre tout le monde autour de la table. Ce n'est pas uniquement la commune. Comme je disais, il y a l'Office de tourisme, le domaine de montagne et les citoyens qui sont embarqués. Mais c'est aussi parce que c'est un outil. En fait, le cahier des charges, ils s'en servent comme un outil. Et c'est un réseau de partage et d'inspiration. Pour entrer plus précisément dedans, l'approche collective, ça, c'est quand on fait un accompagnement Flocon Vert. On va avoir, quand je vous ai dit, 1 an à 1 an et demi, sur le territoire où on va intervenir de différentes manières. Des ateliers stratégiques avec le comité de pilotage pour pouvoir penser et co-construire la vision du territoire et les axes prioritaires pour leur stratégie de transition. Des ateliers participatifs avec les sociopros, le grand public, pour pouvoir aussi confronter cette vision à leur vision à eux et les intégrer dans ce choix de transition. Un diagnostic approfondi, ça c'est notre travail. On va venir scanner un territoire au regard de notre cahier des charges, voir tout ce qui existe sur le territoire à l'heure actuelle, et puis ensuite faire des préconisations sur mesure pour dire comment vous améliorer sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. On fait des préconisations qu'on accompagne autant que possible. On travaille à faire des fiches actions, par exemple, pour dire OK, vous avez cette préconisation, mais concrètement, comment on fait, qui l'a déjà fait, qui contacter, combien ça coûte à peu près et quelles sont les différentes étapes. Il y a aussi le retour qu'on a, c'est l'outil. Donc, je vous parlais de ce fameux cahier des charges. Le label Flocon Vert a beau être vert, c'est pas du tout un label environnemental, c'est bien plus large. Il y a une notion environnementale, bien entendu. On a une de nos 4 thématiques qui est la gestion des ressources. Mais au-delà de ça, on vient voir sur un territoire
son économie durable, sa gouvernance et résilience de territoire, c'est là où intervient aussi la participation citoyenne, et aussi les dynamiques sociales et culturelles, qui est beaucoup la vie à l'année, le tourisme patrimonial, tout ce qui est autre que tourisme ski, par exemple. Et pour vous détailler un peu plus, si vous voulez, sur le site internet, il y a tout, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des critères, mais derrière ces 4 grandes thématiques, il y a 20 critères et 68 indicateurs qu'on vient regarder dans ce cahier des charges, et notamment on retrouve aussi les autres projets de Mountain Riders qui sont des outils. Par exemple, pour la sensibilisation, notre projet éducation et formation propose des outils au territoire. Sur notre sujet déchets, la charte montagne zéro déchet est un outil pour les territoires. Donc on essaie de les outiller au maximum. Pour vous donner un petit peu une idée aujourd'hui, ça c'est les destinations qui sont labellisées flocon vert. On a 2 niveaux. Il y a premier flocon, deuxième flocon. Il y a aussi le 3e flocon, mais pour l'instant la marche est vide. Mais en tout cas, il existe. Et on a des destinations qui sont en cours de démarche et d'autres qui devraient être à venir. Tout ça, c'est aussi disponible. On a un site internet floconvert.org où tout est mis à disposition. Et le dernier point dont il nous parlait, c'est ce côté réseau de partage et d'inspiration. Donc, comme je vous disais, au-delà de la démarche et de l'accompagnement individuel, on anime le réseau des territoires flocons verts avec différents temps. Donc, l'Éduc-Tour qui a eu lieu à Saint-Gervais la semaine dernière, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais revenir un petit peu dessus. Les remises de trophées. Donc, il y en a 2 par an. Il y a 2 comités de labellisation par an. Et on profite de ce temps de remise de trophées pour aussi faire un temps d'atelier pour pouvoir réfléchir ensemble. C'est un moment où tous les référents et tous les territoires sont là, enfin une bonne partie. Et donc c'est le moment de co-construire quelque chose, co-construire des outils qui leur serviront derrière. On met aussi à disposition, nous, des outils qu'on construit, nous. Donc on a des webinaires qui ont lieu tous les 2 mois où pendant 1h30, on décortique un critère du cahier des charges, on fait intervenir des professionnels du sujet et aussi des professionnels des territoires qui ont agi sur ce critère-là. On met en place une plateforme ressources pour pouvoir leur donner un maximum d'informations. Donc les fiches actions dont je vous parlais, le replay des webinaires, notre volonté, c'est d'outiller les territoires pour prendre en main, parce qu'on sait que les sujets de transition, ça reste quand même nouveau, même si on n'en parle pas depuis hier. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont nouveaux et on ne sait pas toujours comment les prendre en main. Donc, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais parfois, c'est juste c'est trop complexe. Donc, notre volonté, c'est d'essayer de faciliter au maximum. Et on produit aussi pour nos référents flocons verts des formations, et notamment la formation à l'intelligence collective. On est persuadé que le dialogue territorial et la gouvernance, c'est des gros enjeux pour l'avenir des territoires de montagne, et former les élus et les techniciens à animer des ateliers en intelligence collective, à savoir en co-construction, c'est les outiller pour ensuite être complètement indépendants et pas avoir besoin de faire appel à Mountain Riders pour animer un atelier en intelligence collective. Et pour terminer, un dernier point, c'était les indicateurs de durabilité, où en fait ces indicateurs, l'idée c'était d'apporter un côté un peu chiffré pour sortir du chiffre économique, mais aller sur des indicateurs qui permettent d'évaluer le côté social et environnemental sur les territoires. Et c'est un petit peu comme ça, on lie ça à notre diagnostic de territoire, et ça permet en fait au territoire de se dire ok, j'ai plus intérêt à agir sur cet indicateur que sur celui-là, parce que au regard des résultats, c'est plus là que c'est important pour moi. Et donc on a mélangé vraiment un accompagnement qui puisse être entre l'accompagnement indicateur et l'accompagnement flocon vert. Et pour terminer, avant de passer sur cette table ronde et vraiment faire un zoom sur la mobilité, je voulais juste vous informer, si vous êtes sur un territoire, donc nous on travaille à trouver des cofinancements pour pouvoir être accompagnés sur la démarche flocon vert. Et on a notamment la Banque des territoires qui cofinance et qui peut financer jusqu'à 50% d'un accompagnement pour les nouveaux territoires qui se lancent en 2025, 2026 ou 2027 et qui sont éligibles selon les objectifs de la Banque des territoires, à savoir mieux accompagner les tout petits territoires, essaimer le flocon vert dans des zones géographiques où il est assez peu présent aujourd'hui pour un rééquilibrage géographique, et aussi accompagner les territoires qui sont porteurs de domaines de ski de fond. Donc si c'est votre cas, faites-nous le savoir, et si c'est autour de vous, du coup, faites-le savoir aussi. L'idée était, comme je vous disais, on a fait un temps à Saint-Gervais la semaine dernière, un Éduc-Tour avec un zoom particulier sur la mobilité.
Donc on a eu, malgré une neige de dingue, parce que c'était jeudi 17 avril, quand ça a tout bloqué de partout et que ça a été sport, il y a quand même 53 personnes qui ont bravé tous les éléments pour venir jusqu'à Saint-Gervais. On a eu 20 territoires flocons verts représentés, quelques prospects et partenaires, pour pouvoir parler de la mobilité à Saint-Gervais, parler aussi des autres actions de la transition à Saint-Gervais, notamment autour de la culture comme lien social. On a parlé aussi de politique RSE, de socio-professionnels. Et donc, du coup, on s'était dit, on avait ce temps que Alpipro nous proposait aujourd'hui. Et c'était l'occasion de revenir sur ce sujet de la mobilité. Et donc, pour ça, j'ai fait appel... et j'ai oublié. Est-ce que les questions sur les flocons verts, on peut le faire à la fin en même temps que la table ronde? Ça vous va? Ou sinon, si vous préférez maintenant, je peux répondre maintenant. Oui, dites-moi. Oui. Ouais, combien de temps on est labellisé quand on est labellisé flocon vert? Oui. Exactement. En fait, la labellisation, elle dure 3 ans. Et au bout de 3 ans, en fait, il y a 2 choses qui sont cycliques sur le flocon vert. La labellisation, en fait, au bout de 3 ans, on part dans un cycle de renouvellement où on vient voir les évolutions et voir si le territoire est toujours labellisable et au même niveau. Est-ce que on a plusieurs territoires qui sont passés du premier flocon au deuxième flocon au moment du renouvellement. Et l'autre partie qui est cyclique, c'est le cahier des charges. En fait, il est mis à jour tous les 5 ans parce que les enjeux évoluent et donc du coup les ambitions aussi. De rien. Du coup, voilà, l'idée c'était de passer sur ce temps de table ronde et après, dans le temps question, on pourra mélanger tout ça, flocon vert et mobilité spécifiquement. Et du coup, j'ai la chance d'avoir eu 2 oui sur... ça te dirait pas de venir faire une table ronde avec nous à Alpipro? Donc du coup, Didier Joseph, you're welcome. Directeur de l'Office de tourisme de Saint-Gervais-Mont-Blanc, et Léa Bertrand qui travaille sur la mobilité en Haute-Tarentaise. L'idée, c'est un peu de se faire un premier tour que chacun prenne 5 minutes pour pouvoir expliquer ce que vous faites au quotidien sur la mobilité. Saint-Gervais a eu le gros sujet de l'ascenseur Valéen et l'ascenseur des Thermes, ascenseur à eau, très inspirant. Et du coup, comprendre un petit peu tout ce qu'il y a eu autour, toute la gouvernance qu'il y a eu autour, l'intention derrière ce projet. Et puis après, on pourra se faire un petit temps de questions-réponses. Et je vous préviens en avance, je voulais faire un tour des initiatives, histoire qu'on ne soit pas les seuls à parler. Et donc, si vous avez en tête des initiatives de mobilité qui sont sur votre territoire ou un autre que vous avez trouvé inspirante, le micro tournera aussi pour ça. Comme ça, vous pouvez vous préparer. Je te laisse démarrer. Donc, Didier Joseph, je suis le directeur de l'Office du tourisme de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc, au sujet de la mobilité, donc déjà, Saint-Gervais, il faut savoir que c'est un territoire qui est très étagé, qui compte plusieurs villages. Le village le plus bas, c'est le Fayet, qui est à 530 mètres, le Bourg, qui est à 850 mètres, le village de Saint-Nicolas-de-Véros, qui est à 1250 mètres à peu près, et le BT, qui est à 1400 mètres. Donc, 4 étages, donc au pied du Mont Blanc. Donc, le dernier étage, c'est le sommet du Mont Blanc. Mais voilà, donc on a fortement réfléchi ces dernières années comment améliorer la mobilité à Saint-Gervais. Donc on a fait notamment dans le cadre de la démarche flocon vert, parce qu'on est labellisé depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Donc on a eu tout de suite 2 flocons, voilà, sans passer par le premier. Voilà. On espère bien avoir le 3e lors du renouvellement. Voilà, ça, le message est passé pour la énième fois. Donc, on a vraiment lancé une grosse réflexion sur la mobilité au niveau de ces différents niveaux de la commune de Saint-Gervais. Et en fait, il y a 2 projets qui ont été portés par la collectivité et un autre par la collectivité et par le domaine skiable. C'est le projet de Valéen, en fait, qui est une télécabine qui part de la gare du Fayet à Saint-Gervais, donc à 530 mètres, et qui rejoint le bourg de Saint-Gervais à 850 mètres. Donc c'est une télécabine qui fonctionne toute l'année, 7 jours sur 7, et de 7h à 20h30.
Et quand on a fait les études préalables pour réaliser cette télécabine, on s'était dit, avec les experts qui ont travaillé avec nous, vous aurez environ 30% de locaux, 30% de touristes et 30% d'excursionnistes à la journée. Et en fait, maintenant, 8 mois après, donc on a accueilli à peu près 300 000 passagers sur cette télécabine. Et en fait, cette répartition s'est avérée juste. On a un tiers d'habitants, un tiers d'excursionnistes et un tiers de touristes. Et la deuxième télécabine qu'on a ouverte, qui est très innovante sur le plan de la technologie, c'est la télécabine l'Ascenseur des Thermes, qui est une télécabine en fait sur rail qui relie le parc thermal au bourg de Saint-Gervais. Donc le parc thermal est au Fayet. Et donc cette télécabine sur rail, donc a un dénivelé un peu moins élevé que celui de la télécabine, parce que la télécabine elle part vraiment de la gare, qui est le point bas de la commune. Et donc cette télécabine, en fait, elle est mue par les eaux usées. En fait, quand c'est une cabine sur rail, sous la cabine, il y a un ballast d'1 mètre cube. Quand la cabine est en haut, elle se remplit des eaux usées du bourg de Saint-Gervais. Donc, et c'est un ascenseur. Donc elle se remplit des eaux usées. On appuie sur le bouton, la cabine descend. On arrive en bas, on tire la chasse d'eau et le ballast se vide. On peut vraiment parler de chasse d'eau dans ce cas-là. Hein. Donc le ballast se vide. Et c'était conçu et fabriqué par Poma. Donc c'est vraiment une innovation dans ce domaine. Et depuis sa mise en service, donc en août dernier, on a accueilli 600 000 passagers. C'est énorme. Et que ce soit pour le Valéen ou pour l'Ascenseur des Thermes, le nombre de passagers est bien au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc on est vraiment très content. Donc ce qui est important, c'est de savoir que cette télécabine, ces deux télécabines, c'est pas du transport touristique, c'est vraiment du transport en commun permanent qui est aussi bien utilisé par les vacanciers, voire l'Ascenseur des Thermes, plus par les locaux que par les vacanciers. Donc c'est relié le haut et le bas. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à un développement des flux qui n'existait pas du tout avant. Les gens qui étaient au Fayet avant restaient au Fayet, puis quand ils devaient bouger, ils bougeaient plus en direction de Salanches ou voire plus loin. Et les gens qui étaient à Saint-Gervais restaient à Saint-Gervais, sauf pour descendre en bagnole pour aller faire les courses dans un supermarché du bas. Donc là, on a vraiment totalement modifié les flux des habitants de Saint-Gervais tout au long de l'année, sans parler donc du fait que les vacanciers se sont aussi totalement appropriés ces deux ascenseurs. Et aujourd'hui, on estime qu'on a diminué le nombre de véhicules de 25%, de véhicules de touristes qui montent sur Saint-Gervais de 25% cet hiver, ce qui équivaut à une diminution de 15% rien que sur l'hiver des émissions de CO2. Et donc, voilà, donc c'est plusieurs milliers et milliers de véhicules qui sont restés en bas et qui ne sont pas montés à Saint-Gervais. Donc voilà, c'est vraiment... tout ça s'inscrit dans une stratégie globale de développement durable et éco-responsable. Mais c'est vrai que la mobilité, ça a été un enjeu très important pour nous. Il est important aussi de préciser qu'on a aussi développé à l'arrivée du Valéen, donc à Saint-Gervais, donc à l'arrivée de la télécabine, tout un réseau de navettes électriques, parce que c'était bien beau de permettre aux gens de rejoindre le bourg de Saint-Gervais au niveau du Châtelet, donc c'est le lieu-dit où arrive le Valéen. Donc c'est le même lieu dans la gare du Châtelet, donc on arrive en Valéen et on peut prendre tout de suite la télécabine pour rejoindre le domaine skiable. Mais pour les gens qui voulaient, une fois arrivés en gare amont du Valéen, se déplacer et rejoindre leur hébergement ou leur commerce ou leur restaurant, donc il fallait aussi mettre en place un système de navettes. On avait des systèmes de navettes pendant la saison d'hiver et pendant la saison d'été. Maintenant, on a un système de navettes annuel, gratuit, électrique, donc qui complète totalement ces équipements de mobilité, que ce soit le Valéen ou l'Ascenseur des Thermes. Donc là, au niveau de la gouvernance, ça a vraiment été un sujet qui a été pris à bras-le-corps par l'ensemble des partenaires, par la collectivité, bien entendu. La commune a été à la tête de toute cette réflexion et de la gestion de projet, mais aussi, bien entendu, avec le domaine skiable et avec la STBMA,
qui est la société qui exploite les remontées mécaniques du domaine skiable. Donc il y a vraiment une gouvernance globale, en associant aussi les professionnels. C'est carrément les professionnels, par exemple, qui ont suggéré les heures d'ouverture de l'ascenseur des Thermes. C'est pas le maire dans son bureau qui s'est dit on va ouvrir de telle heure à telle heure. Lors d'une réunion publique où le sujet a été abordé, donc la question a été posée, selon vous, quel serait le bon horaire d'ouverture de l'ascenseur des Thermes? Donc là, les pros, commerçants, restaurateurs, ski club, etc., enfin tout le monde a pris la parole. Et donc, ils ont proposé un horaire de 6h à 23h qui a été adopté tout de suite par la commune. Et là, il y a 15 jours, on faisait la réunion de bilan de saison. Il y a des professionnels qui ont pris la parole, qui ont dit « Ouais, ça serait bien de prolonger de 30 minutes et pas de fermer à 23h, mais à 23h30 ». Et ça a été validé aussi en réunion de fin de saison. Donc, on a prolongé de 30 minutes, d'une demi-heure, donc l'ouverture de l'ascenseur des Thermes. Donc voilà, ce qui est important, c'est que la gestion de ce type de projet soit vraiment collective, collégiale, parce qu'il faut après que l'ensemble des partenaires locaux et les habitants s'approprient ces projets. Si on fait ça et si on investit des millions et des millions et des millions et que quelques mois plus tard, on voit qu'il n'y a personne dedans, on se dit, bon, on a tout faux, quoi. On a décidé dans notre coin et on a échoué. Donc là, vraiment, les deux projets ont vraiment associé, que ce soit les professionnels ou la population de Saint-Gervais, de façon à définir le meilleur projet dans son fonctionnement. Par exemple, l'ascenseur Valéen, donc si un jour vous le prenez, vous voyez, il part du Fayet, donc de la gare du Fayet, et il survole les habitations. Donc là, il y avait quand même un vrai sujet, c'était de faire survoler des habitations, voire de passer entre des immeubles, donc en zone urbaine. Et là, quand on a travaillé avec les habitants du Fayet et puis avec Poma, qui a aussi réalisé le Valéen, l'une des priorités du cahier des charges qui a été exécuté par Poma, c'était de rendre cette télécabine totalement silencieuse. Et je vous garantis que quand vous êtes au Fayet, quand vous êtes sous les câbles de la télécabine du Fayet, vous n'entendez rien quand la télécabine passe et quand les câbles tournent. Donc c'est vraiment aussi une prouesse technologique qui a été atteinte grâce aussi à la consultation qui a été faite auprès des habitants du Fayet et de Saint-Gervais. Merci beaucoup pour ce premier exemple, enfin double exemple. Du coup, je passe la parole à Léa. Du coup, pour nous dire un peu, toi qui es chargée de mobilité comme de Haute-Tarentaise, quels sont les différents projets sur lesquels vous travaillez et ceux qui fonctionnent bien, peut-être ceux que vous avez testés et qui sont peut-être arrêtés, enfin voilà, ton quotidien. Bonjour, merci. Tout d'abord, la Haute-Tarentaise, pour resituer un petit peu au cas où ça englobe les 8 communes entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère, donc avec des communes supports de stations de ski internationales comme Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Rosière et j'en passe, mais également des petits villages avec plutôt des habitants à l'année. Voilà, donc nous on a vraiment plusieurs échelles d'action. On va agir très localement. Donc les communes, on a des communes déjà très investies dans la transition des mobilités et dans les transitions en général. Vous avez dû retrouver plusieurs petits logos de la Haute-Tarentaise sur les flocons verts notamment. On agit aussi au niveau communauté de communes où on essaie vraiment de lier toutes les initiatives entre elles pour créer un vrai maillage des mobilités, créer une offre qui concorde et qui veut dire quelque chose. Et on agit aussi beaucoup à l'échelle de la Tarentaise, donc à travers l'Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, qui est notre syndicat mixte, parce qu'on estime que les mobilités, ça ne peut pas être que local. Il y a vraiment différentes échelles de gouvernance. Pour donner des exemples concrets, donc nous, on participe à une incitation financière covoiturage, donc via Blablacar Daily, ça c'est à l'échelle du département de la Savoie. C'est-à-dire que tous les trajets sont financés par les collectivités. Donc ça, c'est vraiment l'action phare parce que ça permet de répondre à un besoin que des transports en commun ne peuvent pas répondre dans des territoires qui sont peu denses et qui rencontrent la saisonnalité assez importante. Donc ça, c'est vraiment une solution à la carte, j'ai envie de dire, qui correspond à beaucoup de monde.
On met aussi en place, nous on a la chance d'avoir le train, donc on travaille beaucoup sur le train, sur faire en sorte d'avoir des horaires qui correspondent aux travailleurs locaux notamment, parce qu'on estime que le transport touristique est déjà bien ancré, qui fonctionne bien. Et là, on a plus de manque avec le transport à l'année pour les habitants. Donc c'est vraiment notre sujet d'action. On met en place également, on agit également sur les lignes de bus grâce à la région. Voilà, il faut, dans des territoires comme ça, on essaie de trouver des solutions, un bouquet de mobilité, comme on aime bien dire en ce moment, pour combler en fait chaque profil, parce que vraiment chaque usager et chaque village a un contexte différent et des besoins différents. Donc voilà, plus on propose une offre qui est diversifiée, plus ça correspondra à un maximum d'usagers. Donc on essaie vraiment d'intervenir sur tous les points. Donc le transport en commun via des lignes de bus régulières, via du train qui correspond mieux à des horaires, via des tarifs plus avantageux, mais également une information voyageur plus simplifiée, plus claire, avec des calculateurs d'itinéraires qui seraient plus viables. Saisonnalité ou pas d'ailleurs, toute l'année ce serait bien. Nous on a mis en place aussi une navette entre Bourg-Saint-Maurice et Sées, qui sont 2 communes vraiment limitrophes avec plus d'habitants à l'année que de saisonniers. C'est une navette qui est gratuite et qui fonctionne très très bien depuis 1 an. On l'a mis en place avec la région évidemment, qui est notre autorité organisatrice des mobilités. Donc le covoiturage, on met en place également l'autopartage. On est en train de voir si ça pourra valoir le coup sur notre territoire. On est plutôt convaincus avant même de faire quelconque étude. Voilà, on développe aussi les modes actifs, surtout à l'intérieur des communes, puisque se déplacer en vélo sur une commune, même dans des territoires de montagne, c'est complètement possible. Maintenant, on a la chance d'avoir le vélo électrique, des trottinettes électriques, enfin des modes de déplacement en libre service, donc autant les utiliser. Mais on fait aussi beaucoup d'expérimentation parce que je ne sais pas si on peut encore dire que la mobilité c'est nouveau, et je ne sais pas jusqu'à quand on peut dire ça, mais bon, estimons que ça l'est encore un petit peu. On a le droit à l'erreur, donc on y va à tâtons, on essaie, on voit, on demande aux habitants, aux acteurs locaux, mais je confirme le fait qu'on a vraiment besoin de tous les acteurs pour intervenir sur la mobilité, parce que c'est pas que public ou que privé, ça concerne absolument tout le monde. Et on a vraiment besoin de travailler avec tout le monde, notamment avec les domaines skiables, les sociopros, les habitants, les scolaires, enfin tout le monde est concerné. Voilà. Après, à des échelles plus communales, on a quand même des actions. On a le funiculaire qui fait Bourg-Saint-Maurice les Arcs. On ne peut plus dire qu'il est nouveau parce qu'il est là depuis quand même très longtemps, mais il fonctionne toujours aussi bien et je pense qu'il va continuer à fonctionner très bien jusque-là. On est aussi actuellement en train de mettre une ligne de fond de vallée qui irait... Fond de vallée, c'est pas bien que je dise ça, ils n'aiment pas. Une ligne qui relierait Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Tignes-Val d'Isère à l'année, cadencée, donc soit toutes les heures, soit toutes les 2 heures au mieux, qui ferait une boucle pour permettre aux habitants d'avoir une solution de transport, en tout cas s'ils le souhaitent, et avec des tarifs qui correspondent aux besoins des habitants, parce que c'est souvent basé sur une offre touristique qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de solutions différentes. Moi, j'ai essayé de balayer un petit peu tout ce qu'on voit sur les territoires flocons verts, et ce qui ressort, c'est qu'il peut y avoir une notion d'incitation tarifaire, et c'est là où, comme tu dis, mettre plusieurs acteurs autour de la table est importante, parce qu'on a des territoires qui font des réductions sur les forfaits de ski pour les personnes qui viennent en train. Pour inciter le covoiturage, on en a qui font des tarifs dégressifs selon le nombre de personnes dans la voiture. Ou encore des tarifs préférentiels pour les achats groupés ski plus transport en commun. Il y a aussi cette notion de regrouper l'information et de la rendre facilement accessible. Donc il y a des territoires, alors là c'est pas un territoire flocon vert, c'est Annemasse, mais qui a changé son office du tourisme en maison de la mobilité et du tourisme pour vraiment montrer que ça fait aussi partie de l'expérience et donner un maximum d'infos sur la mobilité.
Il peut y avoir des guides papier de la mobilité qui donnent toutes les informations dont peuvent avoir besoin les personnes qui visitent la destination. Alors là, ça demande à ce que ce soit la mobilité sur place, mais pour la mobilité pour venir sur les territoires, il y a beaucoup de choses aussi qui se font donc avec ce côté tarifaire. Les lignes tu parlais du coup de l'autopartage. Alors là, il y a l'autopartage. Nous, par exemple, avec notre partenaire Cities, je sais que Cities commence à se déployer un petit peu de plus en plus sur les territoires de montagne. Donc ça permet de ne pas avoir une voiture en notre possession, mais de pouvoir la louer juste le temps où on en a besoin et elle est partagée par un plus grand nombre de personnes. Il y a des territoires qui mettent des VAE en libre service pour la mobilité interne ou encore les navettes gratuites, ça a été évoqué. Et après, il y a aussi un peu toute cette promotion qu'on fait des mobilités douces. Comment est-ce qu'on montre que les mobilités douces, c'est quelque chose qui est cool? Comment est-ce qu'on change les récits aussi pour donner envie d'aller vers ce type de mobilité? L'idée pour le petit temps qui nous reste, c'est, je vous propose un double chose. D'une part, si vous avez des initiatives à partager, c'est l'occasion. Profitons d'être plusieurs personnes différentes qui ne vivent pas au même endroit pour se partager des initiatives qu'on a vues, ou bien si vous avez des questions à poser, que ce soit à Léa, à Didier ou à moi, elles sont les bienvenues aussi. Bonjour, moi j'ai une question à Didier par rapport à l'ascenseur Valéen. Savoir un petit peu à quelle vitesse a été déployé ce projet, qui a porté ce projet, les remontées mécaniques, la collectivité, et qui a porté les investissements et qui porte les coûts d'exploitation, enfin quel modèle économique quand même. Et pour savoir, est-ce que si vous pouvez vous présenter avant la question, comme ça on sait un petit peu qui est qui. Merci. Donc moi je suis Pierre Deléglise, je suis directeur d'une entreprise de transport, mais je m'intéresse, et je suis à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, et j'imagine qu'il y a la place pour un ascenseur valéen à Saint-Jean-de-Maurienne, avec la gare internationale qui est en train d'être construite dans le cadre du projet du Lyon-Turin ferroviaire, et à chaque fois que j'en parle, tout le monde botte en touche, quoi. Ils sont en train de travailler sur un projet de gare, mais ils ne prévoient pas de base de départ de l'ascenseur valéen vers le domaine des Cybèles. Je trouve que c'est une aberration, même si c'est une activité entre guillemets concurrentielle à la mienne. Enfin, je ne vais pas dans le sens de l'avenir, quoi. Voilà. Alors, pour répondre à vos questions, donc sur déjà combien de temps ça a pris, ça a pris un temps record. Je pense que ça a duré moins de 6 ans entre le lancement du projet et son ouverture en septembre dernier. Donc c'est quand même très rapide quand on connaît les difficultés qu'on peut avoir sur le plan technique, administratif, financier, etc. pour monter un tel projet. Donc moins de 6 ans. Ça a été porté politiquement de façon très forte et très déterminée par le maire de Saint-Gervais, donc qui a vraiment au début le projet de Valéen, c'est son idée. Donc après il a travaillé avec, comme on le disait dans le cadre de la gouvernance de la destination, avec différents partenaires, mais principalement la société de remontée mécanique, parce qu'en fait il était aussi important qu'économiquement le modèle soit viable. Donc la DSP des remontées mécaniques a été modifiée pour intégrer l'exploitation du Valéen dans la DSP, donc de la société qui exploite la remontée mécanique du domaine skiable de Saint-Gervais. Donc la société qui s'appelle la STBMA. Donc, et la STBMA, c'est vrai que quand le maire leur a dit, voilà, on va modifier la DSP pour que vous soyez le constructeur, enfin le maître d'ouvrage, et l'exploitant du Valéen, c'est sûr que sur le coup, le patron du domaine skiable, il dit ah bon, mais c'est du transport en commun, c'est du transport public, c'est pas du transport touristique, donc voilà. Mais bon, ils ont discuté, ils ont trouvé un terrain d'entente, et au niveau du montage financier. Donc le montage financier, le projet
a bénéficié de subventions assez importantes de la région, du département et également de la commune. Donc sur les 20 millions d'euros, je pense qu'il y a eu à peu près 14 millions d'euros de subventions. Je pourrais vous le préciser si vous le souhaitez en vous envoyant un mail un peu plus tard, quand je serai rentré dans ma montagne. Mais il y a eu beaucoup de subventions donc accordées parce que c'est du transport public. C'est considéré comme du transport public et pas comme du transport touristique. Sur du transport touristique, c'est impossible d'avoir autant de subventions pour financer cet investissement. Et maintenant, la charge d'exploitation est à la STBMA, donc à la Société d'exploitation du domaine skiable, qui est soutenue à hauteur de 80 000 euros par an par la commune, mais qui ne s'est pas soutenue à fond perdu, parce qu'en fait, ces 80 000 euros de soutien de la commune ont été en fait transformés en achat de forfait annuel au bénéfice des habitants de Saint-Gervais. C'est-à-dire que les 80 000 euros que la commune s'est engagée à donner à la STBMA pour le fonctionnement de la télécabine, en fait, c'était un deal entre la commune et la STBMA. Donc pour 80 000 euros, ont été achetés les forfaits annuels du Valien pour tous les habitants de Saint-Gervais. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'au départ, il y a une volonté politique très très forte. Et une détermination du maire que Colline connaît bien. Et quand il a décidé quelque chose, en général, il ne lâche rien. Et ça paye. Donc voilà. J'ai répondu à vos questions oui, ok. Je vous en prie. Merci. Donc moi, Adrien, je suis chargé de communication pour une petite agence de voyage qui est basée à Bourg-Saint-Maurice. Et bon, alors ça n'a pas forcément à voir, mais ouais, l'initiative que j'ai trouvée assez bien, qui a été annoncée, je crois, il y a quelques jours, c'est qu'il y aura un renouveau des trains de nuit pour relier la Tarentaise depuis Paris pour l'hiver prochain. Donc à voir après ce que ça va donner dans les fêtes, si ça va être efficace, à tarif compétitif, etc. Mais ouais, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, le train de nuit en tout cas, pour relier les montagnes. Et c'est vrai qu'à part Briançon qui a une ligne directe depuis Paris, il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres en France pour relier les territoires montagnards. Et là, alors c'est pas en lien avec la SNCF, mais c'est un opérateur de ski qui a pris l'initiative de faire un aller-retour chaque semaine pendant les vacances scolaires, pendant la saison d'hiver, pour l'hiver 2025-26. Je réagis, c'est vrai que c'est une initiative sur laquelle on travaillait et du côté SNCF ou institutionnel des GITM l'État, c'était pas prévu qu'il y ait un retour des trains de nuit, donc surprise. En fait, si. Donc super, je suis d'accord avec toi, super. Avec hâte de voir comment va se concrétiser ce projet et j'espère que ça va fonctionner parce qu'on l'attend depuis un petit moment. Ouais. Et du coup, c'est annoncé pour l'hiver 2026, si je ne dis pas de bêtises. Top. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été là pour ce temps. Si vous avez des questions a posteriori, alors je ne parlerai pas au nom de Didier et Léa, en tout cas, moi, je suis là. Nous, on a un stand Mountain Riders, on a un stand là-bas, pas loin du bar. Voilà, au cas où. Si vous perdez, on est à côté. Et sinon, au plaisir de vous voir ailleurs plus tard.